Aimables téléspectateurs de Gangan TV, bonsoir et bienvenue dans votre émission Sans Tabou, tout s'explique. Cette émission qui vous permet tout simplement d'aller au-delà de la réalité en perçant bien sûr les mystères des faits et phénomènes sociaux. Aujourd'hui également, en tout cas, on va faire une toute petite exception. On va parler d'un thème, mais aussi en tout cas du parcours d'une très grande icône de la presse guinéenne. Il s'agit de Madame Massiré Camara. Vous la connaissez sans doute. Voilà, elle était une grande présentatrice de la télévision mère, la RTG et Coloma. Je m'en excuse. Voilà, donc c'est un peu comme ça. Vous le comprenez. Il y a tout à fait de l'émotion parce que moi, c'est tout à fait ma référence. Donc je me souviens encore quand j'étais toute petite, lorsque je la voyais devant l'écran, voilà, je la dévorais tout simplement des yeux et je voulais faire comme elle. Alors aujourd'hui, je l'ai là en face de moi dans cette émission Sans Tabou, tout s'explique. Bonsoir à vous, Madame Massiré. Bonsoir, et c'est un plaisir pour moi d'être là ce soir, partager ces moments de détente, mais aussi d'information avec vous, avec les téléspectateurs de Gangan TV. D'accord. Alors, j'ai toujours l'impression que c'est un rêve, hein, voilà, rêve devenu réalité enfin en face d'elle. Alors, Madame Massiré, avec vous, on va tout d'abord parler de votre parcours. D'abord, pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire ce métier? J'ai pas choisi de faire ce métier. D'accord. Quand j'ai fini l'université, moi j'ai opté pour l'enseignement. D'accord. Je me disais, c'est bien d'enseigner parce que quand on enseigne, on est obligé de chercher, de se former. Parce que je trouvais un peu déplacé ou désagréable un professeur devant les élèves que je trouvais collé, si on peut le dire ainsi, c'est-à-dire que l'élève pose la question et que le maître ne soit pas à mesure de satisfaire l'élève. Donc pour moi, je me disais, c'est pas possible, c'est vilain. Donc forcément, celui qui enseigne est obligé d'être toujours à la recherche de l'information, de la bonne information. Celui qui enseigne est toujours obligé de fouiller et d'apprendre, de se perfectionner. Donc c'est pourquoi je voulais faire l'enseignement. Mais bon... Quand j'ai fini, j'ai enseigné 2 ans. Et puis un jour, au décès du président Feu Sékou Touré, j'ai entendu mon nom à la radio. Simplement, on demandait les téléspeakerines. Vous savez, avant, il y avait quelqu'un qui était là pour donner les programmes. Qui disait à 20 h cet élément, quand l'élément finit, il revient pour dire, bon voilà, vous venez de suivre tel élément qui a parlé de ceci ou de cela. À présent, je vous laisse suivre tel autre. Donc c'est ça la téléspeakerine. Maintenant, on écrit, ça a changé, évidemment, ça a évolué. Donc on avait besoin de téléspeakerines à la RTG. Et puis moi, j'ai entendu mon nom pour dire aux gens de venir faire le concours. Je me suis dit, ah mais en ce moment, j'avais quitté l'enseignement, j'étais au niveau de la fonction publique. Avant, on disait ministère du Travail. Donc j'étais inspectrice de travail là-bas et j'ai entendu mon nom. J'ai demandé à tout le monde, j'ai dit, ah, j'ai entendu mon nom, est-ce qu'il y a une autre Massiré à la fonction publique? On me dit non, c'est bien toi. J'ai dit, bon ok. Le premier jour, je ne suis pas allée. On a repris encore l'appel. Et je suis allé finalement et j'ai passé le concours. Quand j'ai passé le concours, on m'a envoyé directement au journal. Bien. On m'a envoyé directement au journal et il y a d'autres groupes, certains ont été envoyés aux langues, dans la section des langues, d'autres à la radio, ainsi de suite. Mais moi, on m'a envoyé directement au journal. D'accord. J'ai commencé comme stagiaire, disons. Comme stagiaire au niveau du journal, et puis téléspeakerine et ainsi de suite avec les émissions, de façon ramassée comme ça, j'ai évolué. Donc je suis venu par hasard, pour moi, je n'ai pas choisi. Mais je me suis dit, chaque fois mon père me disait que je devais être journaliste, que je pouvais réussir dedans. Il me dit, tu as les atouts, tu as ceci, tu as cela, tu as beaucoup comment dirais-je, pour lui, j'avais une compétence qui pouvait me permettre d'être journaliste. Et donc, quand j'ai entendu mon nom, je me suis dit, certainement, c'est mon père
qui a dû donner mon nom, sans me le dire. Et bon, je suis allée. D'accord. En tout cas, voilà donc d'une enseignante, vous vous êtes retrouvée en tout cas journaliste et une très très grande présentatrice. Tout d'abord, vous nous avez dit que vous avez commencé à être stagiaire. Au fait, quelles difficultés vous avez eu à rencontrer? Parce qu'on sait que généralement, c'est pas du tout facile de présenter devant la télé, de se tenir là. Il y a des gestes à respecter, il y a une diction qu'il faut vraiment mettre en place. Alors, quelles ont été vos difficultés? Bon, c'est vrai que dans ce métier, il y a beaucoup de contraintes, mais le premier atout, c'est le naturel. Il y a des gens qui sont naturellement télégéniques, naturellement qui ont le verbe facile, naturellement qui ont la personnalité à l'antenne. Donc je me suis dit, c'est la nature qui a certainement joué moi à ma faveur. J'ai commencé très tôt à m'adresser à un public. Donc je me suis dit que ça a été un des avantages et qui m'ont permis de progresser et d'avoir le niveau que disons, les gens apprécient. Voilà, d'accord, il n'y a pas de souci. Alors, on va toujours revenir sur ce gestuel, parce que généralement, actuellement, au fait, on suit la télé, mais on voit qu'il y a beaucoup de personnes qu'on envoie à la présentation. D'abord, les médias sont dans une chute générale. Quand je parle de chute générale, c'est une crise générale. Donc, du coup, quand les grandes personnes ne sont pas là, on prend des stagiaires qui viennent à peine d'arriver, on les poste tout simplement à la télé, sans pour autant leur enseigner qu'est-ce qu'il faut pour le gestuel et ça et ça. Alors, qu'est-ce que vous avez à leur dire? D'abord, cette faute retombe sur la tête des autorités, du média, de la structure, je veux dire. C'est une faute des responsables. On ne balance pas directement quelqu'un à l'antenne comme ça. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été stagiaire. Il faut toujours commencer par le bas. Il y a des règles à respecter, il y a une conduite à observer. Donc, c'est beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte pour le journalisme. Et là, je ne dirais pas forcément il faut faire le studio école, mais quand même il faut être à côté de ceux qui ont déjà l'expérience pour apprendre un peu. Et à fur et à mesure, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas apprendre d'un seul coup, il y a le fait aussi qu'il faut avoir la main dans la pâte pour évoluer. C'est-à-dire, tu ne peux pas nager d'un seul coup comme ça, apprendre à nager d'un seul coup, il faut se mettre dans l'eau. Donc, il faut qu'on les mette à l'antenne et continuer à les suivre, à les former. Voilà. Il y a déjà un départ. Il y a la théorie qu'on donne d'abord, ensuite on les met à l'antenne et on continue à les suivre. D'accord. Voilà. Alors quand vous avez commencé à présenter à la télé, pour un départ, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez eu? Est-ce que les gens ont commencé tout naturellement à vous apprécier? Et est-ce que vous aviez eu par après une référence aussi? J'ai pas eu de référence. D'accord. Je me suis jamais dit, voilà, moi c'est ça. J'ai apprécié des gens, comme une journaliste de TV5, bon, son nom m'échappe, je l'ai apprécié, qui fait beaucoup d'interviews avec les personnalités, les présidents, beaucoup d'autorités de très haut niveau. Mais je ne me suis jamais dit, bon, moi, voilà, c'est ça. Je vais être comme telle personne, quoi. Donc, je suis toujours resté moi-même. Toujours. Et je pense que ça m'a aidé. Parce que dès qu'on commence à dire je veux être comme ça, donc on copie. Et si on ne fait pas exactement comme cette personne, il va y avoir un problème de cadence, dysfonctionnement. Et là, personnellement, je n'apprécie pas. D'accord. Alors, il n'y a pas de souci. On va toujours continuer avec vous. Au-delà, en tout cas, de la présentation du journal, est-ce que vous avez eu à être reporter, animatrice tout à l'heure? Je pense que vous l'avez mentionné. J'ai dit que j'ai gravi les échelles, toutes les échelles. Stagiaire, télésuivre, comment ça s'appelle? Reporter, à la télé et à la radio, animatrice d'antenne et animatrice d'émission. Rédactrice en chef, chef reporter, et puis quoi encore, et directrice de la télé. Donc, disons que j'ai gravi, je suis passé par toutes les étapes.
D'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, vous demeurez ma référence, hein, et je suis aussi reporter, présentatrice, animatrice, voilà. Ça fait plaisir d'entendre ça et je vous encourage. D'accord, il n'y a pas de souci. On va toujours continuer. Actuellement, au sein des rédactions, moi, j'ai fait à peine 5 ans dans ce milieu médiatique, mais j'ai eu à constater des faits, franchement, qui recroquevillent certaines journalistes. Il s'agit de ces harcèlements sexuels. Parfois, il y a le boss qui est là, qui vous tapote les cuisses, qui essaye de vous tâter les seins, voilà. Et quand vous ne vous pliez pas à ces attouchements sexuels, c'est soit il vous renvoie de votre boulot ou il vous fait un surplus de la présentation, des heures de la présentation du journal. En tout cas, il cherche à vous charger de trop dans le média. Donc, quelle perception vous avez de cet autre état de fait? D'abord, c'est une conduite que je condamne. Mais, par rapport à cette conduite, d'abord, la première faute, c'est la femme, la journaliste. Quand vous vous comportez d'une certaine façon, quand vous adoptez certaines attitudes envers un homme, forcément, c'est une façon de lui dire, venez, je suis prête. Donc, la femme doit savoir se conduire. Quand rien qu'à vous voir, on sent que vous les appelez, forcément, le monsieur, il va venir. Il va venir, mais il va dire, mais dis donc, moi je m'en fous, je vais faire mes 400 coups. Par contre, c'est comme ça on le dit. Oui. Par contre, quand vous adoptez une autre attitude, mais il n'osera pas. Il ne va pas oser. Lui-même, il va... Est-ce que je fais, est-ce que je ne fais pas? Il va commencer à faire peut-être des petits pas et tout. Et dès qu'il commence, vous le freinez directement. Parce qu'à force de le laisser évoluer, finalement, il va gagner sur vous. Et il va aller plus loin. N'ayez pas peur de perdre votre travail en contrepartie de votre dignité. C'est pas possible. C'est d'abord votre dignité. La femme a droit au respect. On doit respecter une femme. C'est nous. Nous sommes les piliers de la maison. Nous sommes les piliers de l'État. Même ce que femme veut, Dieu veut. C'est pas moi qui le dis. Ça, disons que c'est un fait, en fait. C'est un fait. Donc, c'est nous qui devrons obliger les autres à nous respecter. Nous devons les obliger à avoir de l'égard envers nous. Si nous adoptons un certain comportement vestimentaire ou autre, forcément, l'homme, il va tenter. Il va tenter. Donc, le premier conseil, c'est à donner, je donne le premier conseil aux femmes, aux filles, d'avoir une bonne conduite. Et la conduite, c'est une conduite globale, c'est-à-dire vestimentaire, verbale et tout ce qui s'ensuit. Parce que même en bavardant comme ça avec un homme, il y a un vocabulaire. Voilà, il y a un vocabulaire. Donc tout ça, on doit soigner tout ça. Forcément, si tout ça est en ordre, le monsieur, il va pas venir. Et s'il vient, dites-lui que il s'est trompé. C'est pas possible, il s'est trompé. On vous a donné carrément le boulot, hein. Moi, je l'ai fait une fois. Mais justement, voilà. Mais le monsieur, il aura du respect avec vous, pour vous. Il aura du respect pour vous. Il aura. Alors là, elle, c'est une femme. Elle, c'est une fille. Mais si vous avez peur de dire, ah, il va me sanctionner, je vais perdre mon boulot, je vais faire ceci. C'est un pays. Vous pouvez gagner du boulot ailleurs. Oui. Il y a même certaines journalistes qui s'y plaisent, hein, juste pour être nommées directrices. Bon, il y a ce genre de personnes. Il y a des gens aussi qui sont comme ça. Ça existe même parmi les hommes. C'est pas seulement les femmes qui le font. Donc il y a des personnes qui sont prêtes à tout pour avoir un poste. Or, c'est pas possible. C'est une grosse erreur. Travaillez. Travailler et montrer que vous êtes incontournable par votre travail. Vous allez voir, forcément, on va vous nommer. Forcément. On va vous nommer. D'accord. Alors, madame... Si celui qui est là est médiocre. Exactement.
Sinon, il est obligé de vous nommer parce que vous êtes compétent. Alors, Madame Massiré, en tout cas, dignité, compétence, voilà, ce sont les mots que je relève, en tout cas, de vos interventions. On va toujours continuer. Alors, vous avez tellement duré au sein de la RTG et vous êtes vraiment sorti la tête haute. On n'a jamais entendu des rumeurs, en tout cas, qui ont pu salir votre image. Comment est-ce que vous vous en êtes sorti? C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est juste ma façon de me tenir, ma façon de travailler, ma façon d'être avec les gens, mes collègues, mes chefs et tout le monde. Généralement, je ne suis pas quelqu'un qui se donne des airs. Bien. Je suis tel que je suis, le plus simplement possible. Je suis, disons, naturel. Et je pense que c'est ce qui a fait que je n'ai pas eu de problème avec mes chefs. Personne ne dira à la RTG, Madame Massiré a eu des accrochages avec Madame Massiré ou cela. Et quand j'ai tort, je ne me gêne pas de présenter mes excuses. Quand j'ai tort, parce que forcément, il y a des moments où tu as tort, où tu peux dire un truc un peu déplacé, un truc comme ça. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Mais quand je reconnais mon tort, ça ne me gêne pas de dire désolé. Et il faut apprendre à dire désolé. Il faut apprendre à dire désolé. Parce que quand tu viens voir quelqu'un, tu dis ah, excuse-moi, je suis désolé vraiment. Quel que soit l'énervement de la personne, tu le calmes. Il comprend et puis la personne se calme. Il faut reconnaître, c'est une force de reconnaître ses fautes. C'est une force de reconnaître ses erreurs. Exactement. D'accord. Alors j'apprends beaucoup, hein, je commence même un peu à me perdre là, voilà. En tout cas, c'est un débat très très intéressant. Aimables téléspectateurs, je rappelle que vous êtes dans votre émission Sans Tabou, tout s'explique sur Gangan TV. Alors aujourd'hui, nous avons comme invitée Madame Massiré Camara. Elle est une grande icône de la presse guinéenne. En même temps, vous savez qu'elle avait eu à créer ici sa structure de production, Mass Production. Hein, ça va faire masse et ça va disjoncter, je me souviens encore de ce slogan. Voilà donc Madame Massiré, vous avez fait combien d'années au sein de la RTG? Je crois que plus de 20 ans, en tout cas parce que je suis arrivé à la RTG en 84, au décès du feu Sékou Touré. Donc de 84 à 2013, je crois que c'est en 2013 que j'ai demandé à partir de la RTG, à raccrocher le journal. Donc, si on fait les calculs, bon, j'ai simplement décidé de quitter parce que je me suis dit, il faut laisser la place aux jeunes et faire autre chose. Plus de 20 ans quelque part, qu'est-ce qu'on a encore à prouver? Pour moi, j'avais tout donné au niveau de la RTG. Donc, je me suis dit, bon, je vais aller voir ailleurs. Puisqu'on peut servir son pays partout. Il n'est pas dit qu'il faut forcément que je sois à la RTG pour servir mon pays. Donc j'ai cédé la place et je me suis dit, si moi je quitte, c'est un jeune qui va venir. Donc il faut donner l'occasion. Si les vieux ne partent pas, les jeunes ne peuvent pas. On se plaint tous les jours, ah, il n'y a pas de travail, les jeunes ne travaillent pas, nos enfants sont ceci ou cela. Et les vieux sont là, ils s'accrochent. Quand les vieux s'accrochent, forcément, on va parler de chômage, les jeunes ne pourront pas travailler. Si chacun disait, bon, j'ai fait 30 ans ici, je quitte, je fais autre chose. Mais les jeunes, ils vont travailler. C'est ma conception de la vie. C'est ma conception. Donc, j'ai décidé, de bonne foi comme ça, j'ai quitté. Et je suis allé au département de Guinée de l'étranger, rattaché maintenant au ministère des Affaires étrangères. Voilà. Et parallèlement, j'avais ma structure, comme tu l'as dit tout à l'heure, ma structure Mass Production, qui a existé une vingtaine d'années. Et Mass Production. Qui a amassé une vingtaine d'années. Qui a fait disjoncter tout le monde parce qu'il ne fallait pas électrocuter les gens. Donc plus de 20 ans, Mass Production aussi a existé. Et maintenant, j'ai raccroché au niveau de Mass Production et j'ai ouvert une école. Avec Guinée. Voilà, donc maintenant je me consacre à l'éducation et à la formation des enfants. Bien, d'accord. Éducation et formation des enfants, en tout cas tout à l'heure on a eu vraiment à apprécier ce qui se passe au sein de votre établissement. On est venu lorsque les enfants étaient en récré et c'était vraiment bien. Alors est-ce qu'au sein de la RTG vous avez eu à former d'autres journalistes également? Pas les former directement comme ça.
Mais je crois que j'ai apporté beaucoup parce que je suis restée toujours ouverte. Chaque fois que quelqu'un a besoin de mon expérience, j'ai pas barré le chemin, j'ai pas fermé la porte. Et très souvent même, je le disais à mes chefs, à tous ceux qui étaient là, qu'il fallait préparer la relève. Chaque fois je le disais, il faut préparer la relève, préparer la relève, préparer la relève. Donc c'était pour des jours comme ça. Souvent les gens disaient, ah c'est vrai, on est ceci et cela, les ceux qui sont là, je dis, bon, vous allez vous habituer à eux aussi. Ça viendra. Ils sont à leur début, ils auront de l'expérience, eux aussi, c'est petit à petit. Donc, je n'ai pas venir former comme si on était en classe, mais j'ai donné le peu que je connaissais à ceux qui ont demandé. D'accord. Il n'y a pas de problème. Alors généralement, lorsqu'on est devant ce petit écran-là, les gens pensent qu'on est vraiment... On a tout au fait. On est devenu riche, on a ceci, on a cela. Alors que généralement, au sein des rédactions, vraiment, ça ne va pas. Est-ce que pendant toutes ces 20 années au sein de la RTG, vous avez eu à participer à certains mouvements de revendication, en tout cas des salaires, je ne sais pas, des personnes qui y travaillent, ou en tout cas des équipements à fournir? Est-ce que vous avez eu vraiment à participer à un mouvement syndical quelconque au sein de la RTG? Non, je n'ai pas participé à un mouvement de revendication, je n'ai pas participé à un mouvement qui réclamait quelque chose, mais personnellement, moi, Massiré, j'ai réclamé et j'ai souvent, disons, j'ai menacé de gréver seul. Je n'ai pris personne avec moi. Quand j'étais rédactrice en chef du journal, je demandais à ce que je sois dans les conditions, dans les meilleures conditions de travail. Quand j'étais directrice de la programmation également, je demandais à être servie. Et chaque fois, je menaçais de ne pas présenter le journal. Je dis, si vous ne donnez pas ça, il n'y aura pas de journal aujourd'hui. Si vous ne faites pas ça, il n'y aura pas de télé aujourd'hui parce que on va s'opposer. Donc chaque fois j'ai fait des menaces comme ça et c'était ma façon de... Bon oui, on me disait un peu que j'étais un peu folle, ils savaient que de toute façon je pouvais aller jusqu'au bout, donc on me servait, voilà, je gagnais. Et vous savez, avec la programmation, il y a des mesures, il y a des règles à respecter. C'est pas tous les films par exemple qu'on prend pour les mettre à la télé. Il y a des contrats qui se passent entre les fournisseurs et la RTC. Et moi, à des moments, j'achetais des films pour servir le téléspectateur. Je disais à ma direction, donnez-moi des films, donnez-moi la matière première pour que je puisse servir le téléspectateur. Si vous ne me donnez pas, mais je vais acheter au marché. Et c'est ce que je faisais. Je vois un bon film, mais j'achète et je mets à la télé. Il y a eu des plaintes, il y a eu des plaintes, il y a eu des plaintes. Mais bon, finalement, ça va, ils ont changé en tout cas. On a rectifié les tirs. Donc j'ai souvent fait des trucs comme ça. Je ne dis pas à tout le monde, venez, mais moi je le fais. Voilà. Voilà, d'accord. Alors Madame Massiré, parfois en présentant le journal, il y a le prompteur qui se plante et carrément vous êtes là, perdu. Est-ce qu'une fois ça vous est arrivé et qu'est-ce que vous avez fait réellement pour débloquer cela? Bon, ça ne m'est pas arrivé, mais je ne me fie pas au prompteur. D'abord, de façon générale, j'ai été obligé même de l'utiliser. On m'a même sanctionné par rapport à ça, parce que je n'aimais pas. Je me disais que ce n'était pas naturel. C'était pas naturel. Je ne gommais pas tellement. Je préférais écrire mon papier et dire, et m'exprimer comme ça, selon ce que j'ai dans le papier. Mais finalement, on nous a obligés à utiliser le téléprompteur, et je me suis rendu compte aussi que ce n'était pas aussi difficile, ce n'était pas aussi... je disais tout à l'heure... pas assez d'efforts. Voilà, non, moi je me disais que ce n'était pas naturel, mais bon, ce n'était pas aussi grave que ça, en fait. Donc on s'est adapté, il s'agit de pouvoir l'utiliser, et puis ça va marcher. Mais même quand on a le prompteur, pour répondre à ta question, il faut avoir ton journal, puisque c'est ce que je faisais, il faut avoir le journal en tête, il faut maîtriser son journal, il faut maîtriser l'information que tu viens de donner aux téléspectateurs. Une fois, j'étais à l'antenne, et j'avais mon papier comme ça, que j'avais pris note, c'était le journal.
c'est pas le téléprompteur qui s'est planté. Je crois qu'il y a eu une erreur au niveau de la réalisation. On a vite fait passer. Donc, ce n'était pas à mon niveau. Heureusement que j'avais mon papier. Heureusement que j'avais mon papier. Et pire, j'avais commencé à lire le papier comme si c'était, je ne sais pas quoi, il y a le vent qui a raclé le papier également. Wow. Bon, j'ai regardé comme ça, le papier est parti. Oui. Et puis bon, j'ai continué tranquillement mon journal. Et quand j'ai finalement annoncé l'élément, mes collègues qui étaient à côté, ils ont applaudi. Wow. Parce qu'ils se disaient, on est perdu. Oui. Mais heureusement, j'ai eu cette chance. Oui. Vous avez sauvé en tout cas. Ah, j'ai eu cette chance. Donc, le conseil, c'est de maîtriser son élément. Que ce soit un reportage, que ce soit le journal. Quand on vient à l'antenne, il faut maîtriser ton sujet. Il faut maîtriser le sujet. Il ne faut pas être esclave du papier ou des téléprompteurs. Parce que c'est la technique, ça peut lâcher à tout moment. Les erreurs peuvent venir d'ailleurs et qui se répercutent. Parce que des fois, nous présentateurs, c'est nous que le public regarde. Des fois, on fait des erreurs qui ne dépendent pas de nous, qui dépendent de la réalisation, qui dépendent beaucoup de la régie et beaucoup d'autres facteurs. Donc, il faut tenir compte de tout ça et maîtriser son sujet avant de venir. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, vous étiez également animatrice. Quel genre d'émission vous animiez à l'époque au sein de la RTJ? J'ai animé des émissions culturelles. J'ai animé l'émission de santé, Santé pour tous. Et puis, j'ai été animatrice d'antenne. J'ai fait la régie d'antenne. C'est comme ça, on le dit, la régie d'antenne. J'ai été animatrice de la régie d'antenne. Et je crois que c'est tout. Je pense que c'est beaucoup. Oui, parce que j'aime beaucoup le culturel. J'aime beaucoup, et c'est ce qui a fait même que finalement, voilà, j'ai créé Mass Production. J'aime beaucoup le culturel. Depuis toute petite, je me dis, c'est ça notre identité, le culturel. C'est ça notre identité. C'est ce qui nous identifie, c'est ce qui nous, disons, différencie des autres. Voilà. Donc, j'aime bien ce côté. J'aime bien ce côté, j'aime le culturel. Ok, alors Madame Massiré, de nos jours, je ne sais pas si à votre époque c'était la même chose. En fait, de nos jours, lorsque tu es présentatrice télé, c'est pas du tout facile pour toi de te trouver un mari. Tu travailles, tu reviens à des heures très très tardives et il y a tout le monde qui te voit à la télé. Déjà, on a cette idée psychologique. On se dit que celle qui sort à la télé, elle connaît tout, elle a ceci, elle a cela. Si toi tu l'épouses, elle sera au-dessus de toi. C'est elle qui va guider les choses. Donc de nos jours, réellement, c'est pas facile. Même il y a même un mois, on avait essayé d'animer une plateforme sur la toile. Donc on était 6 à 7 présentatrices. On a essayé de mettre le débat sur la table et puis ben voilà, les internautes sont venus, on en a parlé. Et le constat révèle que même dans certains pays de la sous-région, c'est cela. Est-ce qu'à votre époque aussi, c'était le même cas? C'est pareil, parce que c'est un métier très contraignant. Et quand c'est une femme qui fait ce métier, avec les obligations de la femme, surtout la femme africaine, imaginez ce que cela donne. Donc, forcément, c'est beaucoup de problèmes. Il faut être à la maison, il faut être à la RTG, où tu n'as pas d'heure, où tu n'as pas de jour férié, où tu n'as pas de dimanche. C'est quand c'est férié même que tu as encore beaucoup plus de travail. Donc, forcément, le problème se pose. Mais quand on a la chance, moi quand je suis venu à la RTG, j'étais déjà mariée, mais quand on a la chance, je disais, d'avoir un mari, un partenaire qui comprend, je pense que ça peut alléger. Mais même si tu as un partenaire qui comprend, il y a toujours des moments où... Il y a des couacs. Forcément. Parce que tu ne peux pas tout faire à la maison. Et les hommes, ils n'aiment pas tellement ça. Ils veulent que la femme soit là. Quand il est malade, c'est la maman qui est là. Quand le bébé est malade, c'est la maman qui est là. Et, vous savez, vous voyez, quand tu ne peux pas faire tout ça, forcément, ça ne peut pas aller. Ça ne va jamais marcher. Mais
puisque il faut moi en tout cas, je me dis, il faut se mettre à la place de l'autre. Donc, j'essaie de le comprendre. Je dis, ouais, c'est vrai, il a raison, mais il faut que tu me comprennes aussi, c'est ceci, c'est cela. Et en fin de compte, il faut communiquer. Il faut communiquer, expliquer. Quand on communique, forcément, on se comprend. Tu expliques tes problèmes, lui aussi il va se dire non, c'est parce qu'il y a ceci, c'est parce qu'il y a cela, c'est ça, j'aurais bien voulu que tu fasses ceci, que tu fasses cela. Tu dis oui, moi-même j'aurais bien voulu, mais bon, maintenant c'est ceci, je crois on va trouver un compromis. Et puis bon, la communication, je pense que ça facilite les choses. Voilà. Sinon, le métier de journaliste, pour une femme, c'est pas facile. C'est pas facile. Voilà, il n'y a pas de souci, hein, mais... Excuse-moi, l'autre côté qui fait que, disons, on pense que tu vas être du rôle tout le temps, je pense que ça, c'est des préjugés. Oui. Ça, c'est des préjugés. Quelqu'un qui veut de toi, il veut de toi. Quelqu'un qui veut de toi, il t'aime tel que tu es. Tu ne peux pas dire, ah, c'est parce que elle est journaliste, si je l'épouse, elle va être ceci, elle va être cela. C'est parce qu'il ne veut pas encore. Ouais. C'est parce qu'il ne veut pas. C'est vrai. J'espère que nos prétendants... Voilà. Tu aimes la personne telle qu'elle est et tu soutiens la personne dans ce qu'il fait. C'est ça qui fait le tout. Le mariage, ce n'est pas une seule personne. C'est un ensemble. C'est un ensemble. C'est une autre vie. Et quand tu veux partager la vie de quelqu'un, forcément, il faut accompagner cette personne. Il faut partager, comment dirais-je, ce que cette personne aime. Oui. Il faut partager, disons, de façon générale, la vie de la personne. Et ça, c'est de part et d'autre. Que ce soit une fille, que ce soit un garçon, quand on aime, quand on veut être dans un foyer, il faut s'entraider, il faut communiquer, il faut se soutenir mutuellement. C'est ce qui peut faire marcher le foyer, sinon ce sera toujours bancal. D'accord. Voilà, donc en tout cas, j'en connais tellement des consoeurs qui ont perdu des prétendants pour ce problème-là. Donc ils n'étaient pas prêts, hein, donc ne vous prenez pas trop, voilà, ne vous méprenez pas trop, voilà, donc c'est pas la peine de trop penser. Heureusement d'ailleurs qu'ils sont partis très tôt. Voilà. Parce que des trucs comme ça, ça ne marchera pas. Oui. C'est après que il va t'épouser et tu vas divorcer. Exactement. Mieux vaut qu'ils partent avant. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà donc, Madame Massiré Camara, on va toujours continuer. Alors, lorsque moi j'étais toute petite à vous voir à la télé, je me disais, ben waouh, où est-ce qu'elle a étudié? Je le demandais souvent à ma maman. Et ma maman me disait, ben moi je connais pas, hein, je la suis seulement à la télé. Donc, toutes tes questions, je sais pas, peut-être qu'un jour tu vas la rencontrer. Donc, chose qui s'est passée, donc je vais vous poser toutes les questions que j'avais lorsque j'étais toute petite. Et j'essaierai de répondre à toutes les questions. Voilà, donc est-ce que vous avez eu à faire des études, je sais pas, à l'Occident? Voilà. J'ai fait des stages, mais de l'école primaire à l'université, je ne suis pas sortie de Conakry. Je ne suis pas sortie de Conakry. Donc j'ai fait toutes mes études ici, du primaire à l'université. Et je suis de la 15e promotion de l'université Gamal Abdel Nasser. J'ai fait option sociologie. Donc j'ai passé le bac en sciences mathématiques, génie civil précisément. Et puis on m'a orienté en sciences sociales. Comme c'était la matière dans laquelle j'étais beaucoup plus forte, heureusement donc, j'ai fait sciences sociales donc à l'université, option sociologie. Et après j'ai enseigné 2 ans. Je suis allé à la fonction publique comme inspectrice de travail. Je suis venu à la RTG et au ministère des Guinéens de l'étranger, ça c'est disons le parcours, au ministère des Guinéens de l'étranger, les affaires étrangères, et maintenant je suis à Ave-Guinée. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors on va un peu toucher du doigt le système éducatif guinéen parce que le constat révèle qu'avant vous vous adonniez mieux en tout cas à la formation qu'à aujourd'hui, parce qu'actuellement tu peux voir un élève des sciences sociales ou expérimentales ou mathématiques qui ne s'exprime pas bien en français. Alors quelle autre perception vous avez de cet autre état de fait? Ça c'est un constat général. Ça, c'est un constat général du système éducatif guinéen. Mais qui puise ses racines de très loin. Vous savez, à un moment, on a institué les langues nationales. Donc, du primaire jusqu'au collège, on étudiait en langue nationale. C'est à partir du collège qu'on commençait à étudier le français. Donc, celui qui était en 7e année,
qui faisait ses premiers pas, sa première année au collège, c'est comme un enfant qui faisait la première année de l'école primaire, qui apprenait le français. En fait, Sékou Touré a voulu un système qui pouvait mettre en valeur nos langues. Mais je pense que il y a eu défaut dans l'application. Nous, à notre temps, les langues nationales, c'était une matière. C'était comme la science d'observation, comme la géographie, comme l'histoire. C'était une matière qu'on étudiait. Comme les Coco Lala. Non, Coco Lala, disons, c'était maintenant, quand on parlait de Coco Lala, c'était maintenant tout le cycle. Nous, c'était une matière, c'est-à-dire que le professeur de langue nationale, comme un professeur d'histoire, qui venait, qui disait, bon, voilà comment on écrit ha en langue nationale, comment on écrit ho, et tout, ainsi de suite. Donc, nous, on l'a fait comme matière. Maintenant, les autres qui sont venus après, ceux qui ont commencé les langues au collège, pardon, le français au collège, ça a été très embêtant. Ça a été très embêtant. Donc ça a beaucoup bouleversé le système éducatif guinéen. Les gens ont évolué comme ça. Et c'est sans ces gens-là, juste cette catégorie de personnes, qui, après, des années après, qui sont revenus comme enseignants. Donc eux-mêmes, ils ne sont pas formés. Il va de soi qu'ils ne pourront pas bien former les autres. Finalement, les enfants ont perdu. Parce qu'au final, c'est les enfants qui perdent. Tu vas entendre un universitaire parler. Moi, personnellement, des fois, je me demande, mais comment il a eu le bac? Parce que le bac, quand même, c'est un niveau. C'est un niveau supérieur. Quelqu'un qui réussit au bac, pour moi, c'est beaucoup de choses. C'est important. Et quand tu vois des universitaires s'exprimer, c'est-à-dire, je me prends la tête. Je me prends souvent la tête. Mais non seulement cette faute incombe aux autorités, mais également les élèves aussi, parce que se former quand même, surtout actuellement, c'est pas difficile de se former avec le net. Tout est sur le net, tout est possible maintenant. Même quand on ne va pas à l'école, on peut apprendre à parler correctement le français. Donc, ça a été le défaut dans le système éducatif. Je pense que les autorités en ont conscience et ils sont en train de rectifier. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de mesures qui sont prises et certainement, si elles sont bien appliquées, je pense que ça peut corriger, ça peut aider. Et avec les écoles privées aussi, quand bien même ce sont les mêmes qui enseignent dans ces écoles, mais il y a beaucoup plus de sérieux dans les écoles privées. Voilà. Est-ce que vous pensez que les parents ont leur responsabilité, ont leur part de responsabilité? Ils ont leur part de responsabilité parce que l'enfant passe une bonne partie de son temps à la maison également. Quand vous laissez l'enfant faire rien qu'à l'école, c'est-à-dire que vous ne le suivez pas à la maison, c'est pareil. C'est pareil. L'enfant doit être suivi et à l'école et à la maison. On donne des devoirs. Les parents doivent suivre l'enfant, savoir se rendre compte que est-ce que ton devoir est fait, est-ce qu'il y a eu ceci, est-ce que c'est cela, est-ce que c'est bien fait, quelles sont tes notes, est-ce que tu pars à l'école, est-ce que quand tu pars à l'école, tu es attentif, est-ce que tu participes. Tout ça, ça revient aux parents. Il ne s'agit pas seulement d'habiller l'enfant, il va à l'école, il revient, bonjour maman, bonjour, il prend son sac, il met de côté, le lendemain encore, il prend son sac, il part. Non. Ils ont même une bonne part de responsabilité. Parce que c'est eux qui sont là, tout près de l'enfant, qui disent, ah, mon enfant est parti à l'école, il est revenu. Est-ce qu'il a un devoir? Est-ce qu'il n'a pas de devoir? Est-ce qu'il est ceci? Ils doivent aller à l'école se renseigner. Ce n'est pas à la maison seulement. Les parents doivent aller à l'école, vers les enseignants, pour se renseigner de la situation scolaire de leur enfant. Donc tout ça, ça dépend des parents. Donc les parents ont aussi une bonne part de responsabilité dedans. D'accord. Alors en tout cas, le débat il est très intéressant avec Madame Massiré Camara. Donc nous allons toujours rester sur ce volet éducation. Aujourd'hui, vous avez votre propre école.
Et tout à l'heure, lorsqu'on est rentré, parce que généralement les directrices, elles sont dans leur bureau, voilà, elles ne suivent pas les enfants. Et moi, j'ai été beaucoup marquée de vous voir en compagnie des enfants, de leur montrer ce qu'ils devaient faire et ce qu'ils ne devaient pas faire. Donc moi, ça m'a beaucoup marqué. Alors, comment ça se passe ici? Et je ne sais pas, qu'est-ce que vous ressentez en éduquant ces enfants-là au sein de votre établissement? Énormément de plaisir. Énormément de plaisir. Quand j'apporte ma petite contribution à l'éducation et à la formation d'un enfant, je suis comblé. Je suis comblé parce que j'ai participé à la vie de quelqu'un qui va également participer à la vie du pays. Donc c'est beaucoup de bonheur. C'est pourquoi quand j'ai pu réaliser ce projet, tous les jours, je me suis dit, Dieu merci. Et tous les jours, je remercie Dieu. Parce que c'était en moi. Je le voulais depuis. Je me disais, quand quand je serai à la retraite, je me consacrerai à la petite enfance. Et Dieu m'a donné cette chance de réaliser mon rêve. Je me disais, les femmes et les enfants. C'est mon domaine. Deux rêves réalisés. Réalisé, en même temps, hein, oui. Le mien et le vôtre. Voilà. Les femmes et les enfants. C'est tout pour moi. C'est tout pour moi. C'est pourquoi je suis tout prêt pour leur montrer. Parce que l'enfant, il remarque. C'est nous qui devons dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Quand vous le laissez comme ça, surtout les tout petits, ils ne savent pas discerner le bien du mal. Mais forcément, ils vont évoluer pêle-mêle. Et là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Et pour éviter, il faut être près des enfants. Il faut leur montrer, non, ça c'est du rouge, ça c'est le jaune, ça c'est le vert, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Si tu fais ça, c'est ce que ça va faire. Si tu ne fais pas ça, c'est ce que ça va donner. Donc il faut être prêt, il faut coller. C'est comme ça seulement qu'on peut avoir le meilleur résultat, le bon résultat. Voilà. Voilà, en tout cas vous le faites bien, hein? Voilà, moi j'ai été tout simplement marquée. Alors on va toucher du doigt cette fois-ci l'influence des femmes, voilà, dans le développement de leur pays. Vous êtes une femme influente et vous avez décidé aussi de continuer, voilà, dans l'éducation des enfants. Alors qu'est-ce que vous pensez de cela, de l'apport de la femme dans le développement de son pays? Vous savez, la femme, de façon générale, et singulièrement la femme guinéenne, a toujours participé au développement du pays. On pense que quand la femme n'est pas dans un bureau, qu'elle ne participe pas. C'est le contraire. Même la femme qui est au foyer participe. Parce que le fait même de tenir la marmite tous les jours, de cuisiner tous les jours, de donner du lait à l'enfant, de porter l'enfant, de le mettre au monde, de s'occuper de cet enfant, c'est une autre façon de contribuer. C'est une autre façon de contribuer au développement de l'enfant, du pays. On ne peut pas tout faire. Dans cette vie, je pense que les tâches sont reparties. Chacun doit faire sa partition. Tu viens, tu fais un peu, l'autre aussi fait un peu. Et si chacun fait un peu, je suis sûr que ça va aboutir. C'est le pays qui va gagner. Donc, la femme participe au développement du pays. Mais il y a d'autres qui participent plus. Voilà, qui font plus. Non seulement qui font ce travail de la maison, mais qui vont faire autre chose. Moi, personnellement, je fais le travail de la maison, mais j'ai ouvert une école, donc ça fait un plus. Ça fait un plus. Mais la femme participe toujours au développement du pays. D'accord. Alors une autre question qui vient à peine de m'arriver dans la tête et tout. Généralement, les femmes lettrées stigmatisent les femmes qui sont dans les marchés, surtout quand il y a cette célébration du 8 mars. Donc il y a des trucs, des pains qu'on partage aux femmes lettrées et puis on laisse les femmes qui sont dans les marchés, elles sont stigmatisées. Le plus souvent quand on fait des reportages, elles s'en lamentent et tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils font du tort. Ils font du tort. Parce que il y a des fois où ces femmes qu'elles minimisent là font plus que elles qui sont au bureau, elles qui sont lettrées. Il ne s'agit pas seulement d'être lettré. La solution ou l'apport, c'est pas
le fait de parler le français, mais ce que tu apportes, c'est ce que l'on apporte qui est important. On peut ne pas faire un jour à l'école et apporter énormément pour son pays. Il y a tellement de trucs à faire, il y a tellement de choses à apporter au pays que c'est pas forcément ceux qui parlent le français, parce que intellectuel même, je mets un griffe, je dis ceux qui parlent le français. Hein? Donc c'est un tort, c'est un tort. Ceux qui le font du tort et c'est de l'injustice. Personnellement, je suis allergique à l'injustice. D'accord. Je suis allergique. D'accord. Alors, tout le monde doit être traité de la même façon, doit être mis sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas de femmes lettrées, il n'y a pas de femmes illettrées. Elles sont toutes battantes. Elles sont toutes battantes. Certainement, certaines plus par rapport à d'autres, mais la femme guinéenne est une femme battante. C'est une femme qui est sur le terrain à tout moment. Et elle participe toutes au développement du pays. D'accord. Alors, Madame Massiré Camara, grande icône en tout cas de la presse guinéenne, vous avez sûrement un dernier mot pour tous ces téléspectateurs de Gangan TV et surtout pour les jeunes filles. On n'a pas eu le temps en tout cas de toucher du doigt en tout cas ce mode vestimentaire extravagant des jeunes filles dans les universités, mais j'espère en tout cas que ça sera une autre occasion dans un autre numéro. Alors, un dernier appel à lancer à tous ceux qui vous regardent en ce moment sur Gangan TV. Bon, mon dernier mot, d'abord à l'ensemble du peuple de Guinée, c'est le mot de la paix. Tout ce que nous disons là, tout ce que nous faisons, c'est par rapport à la paix. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a rien. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a rien. Femmes intellectuelles, femmes au marché, universitaires, journalistes, tout ça, c'est parce que nous vivons dans un environnement où nous avons la capacité, la possibilité de faire ces trucs-là. Si on n'était pas dans ces conditions, on n'aurait rien fait. Donc mon appel, c'est de dire au peuple de Guinée de se battre pour la paix, pour que la paix règne dans ce pays. Il faut que la paix règne dans ce pays. Il faut que la justice reste dans ce pays. Il faut qu'on s'accepte mutuellement parce qu'on est obligé de vivre ensemble. On est forcé, on est obligé de vivre ensemble. Donc on est obligé de nous entendre. Si on ne s'entend pas, eh bien c'est tout le monde qui va perdre. C'est tout le monde, c'est la Guinée qui va perdre. Ça c'est un premier appel. Le deuxième appel, c'est spécifiquement les femmes. J'ai dit tout à l'heure, les femmes, elles contribuent au développement du pays, c'est vrai. Mais je veux qu'elles participent plus. C'est-à-dire qu'elles ne se minimisent pas, elles. Parce qu'il y a des femmes aussi qui se minimisent, qui pensent, ah, parce que moi, qui se confinent dans leur état. C'est surtout à ces femmes-là que je parle. Qui se disent, ah, Guinée, moi je suis une femme, moi je suis ceci, moi je... Ah, vous savez, qui se minimisent. Non. Je veux qu'elles sachent qu'elles valent quelque chose. Elles représentent quelque chose. Elles valent de l'or. Donc qu'elles arrêtent de se confiner dans cet état de faiblesse. On dit, ah, la femme c'est le sexe faible. Je dis non. C'est le contraire. Parce que ce que la femme accepte, ce que la femme est capable de faire, généralement les hommes ne le font pas. Exactement. Ils parlent de sexe faible peut-être par rapport à la force physique. Nous ne parlons pas de force physique. D'accord, ils sont forts physiquement. Mais il y a beaucoup plus il y a beaucoup autre chose que de sa part de cette force physique. Donc c'est ce que je réclame, moi. C'est cet effort, c'est cet apport pour la Guinée, pour que vive la Guinée. D'accord. Merci beaucoup, Madame Massiré Camara. Voilà donc, aimables téléspectateurs, nous sommes carrément à la fin de ce numéro de votre émission Sans Tabou, tout s'explique. Je rappelle qu'on était en compagnie de Madame Massiré Camara, grande icône de la presse guinéenne.
Si vous l'avez en tout cas perdu de vue, vous pouvez tout simplement aller sur Facebook puis taper Masiré Camara. Vous pourrez en ce moment voir tout simplement son profil. Voilà, donc vous comprendrez que c'est bien elle. Et actuellement, elle est là au sein de son établissement. Elle s'occupe tout simplement de l'éducation des tout-petits. Alors, aimables téléspectateurs, on espère que ce numéro du jour vous a carrément plu. Au plaisir de vous retrouver vendredi prochain dans un autre thème de Tout s'explique sans tabou. En attendant, bye bye et bisous à tous.